Nous ne savons pas quand le cinéma est né. Plus exactement, nous ne pouvons pas savoir quand le cinéma est né. Parce que le cinéma, c'est plein de choses. Ça n'est pas seulement une invention technique, l'invention d'un outil qui permet de créer l'illusion du mouvement ou de projeter des images. D'ailleurs, la paternité de ces inventions elle-même fait débat. Le cinéma, c'est un art, et comme tout art, il puise son histoire et son inspiration dans toutes les autres formes d'art et d'artisanat. Le cinéma naît-il avec le cinématographe des frères Lumière ou avec le kinétoscope d'Edison ? Naît-il avec l'apparition des gadgets qui exploitent la persistance rétinienne ou avec les lanternes magiques ? Qu'en est-il dans ce cas des peintures rupestres dont la plupart avaient pour objectif de donner l'illusion du mouvement sur une surface fixe ? Bref, où a commencé l'art cinématographique ? Quand le fait de simuler le mouvement par des représentations visuelles est-il passé de la simple démonstration technique à l'expression d'une pensée ? D'ailleurs, cette transition a-t-elle seulement existé ? Difficile à dire. Mais qu'en est-il du cinéma comme pratique culturelle ? Si l'on se place cette fois du côté non plus de l'émetteur mais du récepteur, quand et comment a-t-on commencé à aller au cinéma et pourquoi devrait-on continuer de le faire ? Le 28 décembre 1895, au Grand Café à Paris, lorsque les frères Lumière organisent une séance de projection, le cinéma est posé comme une pratique culturelle, collective, payante et publique dans un lieu clos. Pourtant, elle ne s'impose pas immédiatement comme telle, puisque le cinéma s'est un temps développé comme une expérience de foire. En effet, selon Arnaud Lemarchand, maître de conférences en économie à l'Université du Havre et spécialiste des questions liées au travail et à l'habitat mobile, les forains ont comblé le fossé initial qui séparait la production des spectateurs. Toutefois, cette pratique foraine du cinéma disparaîtra peu à peu pour deux raisons principales. Économique d'une part, puisqu'à partir de 1907, la firme Pathé met en place une politique de location de programmes via des sociétés de distribution qui choisissent les exploitants, dont les forains sont exclus. Politico-juridique d'autre part, puisqu'est mis en place entre 1895 et 1912 un processus répressif visant à disqualifier et marginaliser les forains, lesquels seront accablés d'un statut aux droits minorés. C'est donc à la fois pour des raisons économiques et juridiques que la pratique cinématographique se structure autour d'un lieu, la salle. Or, s'il est vrai que le cinéma s'est malheureusement fondé dès son origine par l'exclusion d'une population et par des logiques de rentabilité financière, il s'avère que projeter des films devant un large public dans un espace clos a nécessairement orienté les réalisateurs et réalisatrices dans leur conception de ce qu'était le cinéma, dans la façon dont il fallait donner du sens aux images projetées. Dès 1895, Georges Méliès va non seulement percevoir tout le potentiel créatif du cinéma, mais en plus il le pensera comme un art qui se doit d'être reçu collectivement. C'est la raison pour laquelle son nom sera toujours associé, du moins en France, avec l'idée de naissance de l'art cinématographique. Méliès sait pertinemment que le collectif sublime ses œuvres. A-t-il été influencé par la légende selon laquelle le public spectateur de l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat aurait été pris de panique ? Toujours est-il que Georges Méliès sait que les réactions se propagent et il compte sur l'émerveillement commun pour que ses œuvres nous transcendent. La salle obscure s'est donc imposée très tôt dans l'industrie du cinéma, mais cela ne signifie pas pour autant que vouloir maintenir cette façon de recevoir une œuvre cinématographique a toujours du sens aujourd'hui. Depuis quelques années déjà, Netflix ou Amazon Prime concurrencent ces exploitants de salles en proposant des créations originales destinées à n'être visionnées que chez soi, sur son écran de télévision, d'ordinateur ou de téléphone dans le pire des cas. Beaucoup semblent d'ailleurs penser qu'il s'agit là de l'avenir du cinéma et que d'une manière ou d'une autre, les salles sont destinées à fermer. Pourtant, lorsque l'on se penche sur l'histoire du cinéma, l'on constate que celui-ci a toujours réussi à se réinventer lorsqu'il traversait des crises. Concurrencée par la télévision dès les années 30, l'industrie cinématographique s'est adaptée en diversifiant et en améliorant les techniques de colorisation des films, par exemple, ou en augmentant les ratios de cadre, en passant notamment du ratio 1:33 au ratio 1:85. L'objectif était de donner au public du grand spectacle qui ne pourrait être vu ailleurs qu'en salle. Certes, c'est indéniable, il y a un avant et un après l'avènement de la télévision dans les foyers. La télévision est la plus grande victoire de l'image. Les maisons du monde entier se sont couvertes d'antennes. Elles seront bientôt 200 millions ces antennes, semblant surgir des toits sous l'onde qui les arrose d'images. En France, la fréquentation des salles a lentement décliné entre la fin des années 40 et le début des années 70. Cependant, elle est relativement stable depuis 50 ans, avec une moyenne de 3 entrées par an et par habitant. Malgré l'apparition de la VHS, des vidéoclubs, du home cinéma, du DVD, du Blu-ray, du téléchargement illégal et des plateformes de streaming, force est de constater que les salles de cinéma étaient toujours attractives jusqu'en 2019. Puis,
est arrivé ce que vous savez. Le Covid a assurément joué le rôle de catalyseur et la fermeture prolongée indéfiniment des salles de cinéma a permis aux plateformes de streaming de s'étendre et à d'autres de se lancer, comme Disney+ ou Shadows. Mais soyons clairs, ce qui fait crever les salles aujourd'hui, ça n'est pas cette concurrence dont je ne pense pas que du bien, non. Ce qui fait crever les salles aujourd'hui, c'est d'être fermées. D'aucuns diront que c'est un mal pour un bien, que le cinéma est désormais accessible pour toutes et tous, pour moins cher et sans avoir à se bouger. L'on me dira, regarde, il y a même des grands réalisateurs qui produisent des films pour les plateformes. Il y a Alfonso Cuarón avec Roma, Martin Scorsese avec The Irishman. Certes, mais sommes-nous bien sûrs qu'il s'agit là d'un engouement envers les nouveaux modes de diffusion plus qu'un rejet des logiques commerciales des canaux traditionnels ? Puis, que pensent ces grands noms comme Cuarón ou Scorsese de l'expérience de la salle ? Ce que produisent Netflix ou Amazon Prime possède des logiques propres à ce support qu'est la plateforme de streaming. Et si, bien entendu, de très belles choses peuvent en ressortir, il n'empêche que cela reste différent de produire des films destinés à être visionnés en salle. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, je dis que c'est différent. Le taux de fréquentation constant des salles depuis les années 70 prouve que malgré nos équipements technologiques en évolution, nous ressentons toujours le besoin de nous rendre en salle. Quoi qu'on en dise, ce lieu nous fait quelque chose, il nous affecte. Bien sûr, certaines expériences en salle avec nos semblables sont désagréables, et certaines personnes préféreront toujours leur canapé au fauteuil rouge. Mais voilà, le streaming s'accompagne également de tout un ensemble de difficultés. Premièrement, les logiques productives propres aux plateformes de streaming destinent un grand nombre de films originaux, si ce n'est la plupart, à n'être que du contenu. Et l'on en vient à regarder une production estampillée Netflix comme l'on regarderait la dernière bouffonnerie de McFly et Carlito. À ce sujet, Scorsese s'exprime ainsi. L'art du cinéma est systématiquement dévalué, mis sur la touche, rabaissé et réduit à son plus petit dénominateur commun, le contenu. Contenu est devenu un terme commercial pour toutes les images mouvantes. Un film de David Lean, une vidéo de chat, une publicité de Super Bowl, une suite de super-héros ou un épisode de série. Cela est lié bien sûr non à l'expérience en salle, mais au visionnage à la maison, sur les plateformes de streaming qui ont dépassé le déplacement vers le grand écran, tout comme Amazon a dépassé les magasins physiques. Deuxièmement, la notion de contenu est appuyée par les conditions de visionnage. Il y a le fait d'être chez soi, d'une part, mais surtout il y a la façon dont on accède au catalogue de films. Une liste gigantesque, organisée personnellement en fonction de nos appétences. À mon sens, aller au cinéma donne une toute autre dimension au visionnage. Choisir un cinéma, choisir un film dans une liste réduite, choisir un horaire et se déplacer donne un cadre qui d'une certaine façon sacralise le visionnage d'un film. Alors cela peut sembler artificiel, mais il m'apparaît que ce cadre-là nous prédispose à recevoir une œuvre correctement. À l'inverse, sur les plateformes, les créations originales paraissent plus oubliables, aussitôt consommées, aussitôt jetées. Combien de ces créations originales vous ont durablement marqué ? Et ça n'est pas forcément dû à la qualité intrinsèque des films, mais bien aux conditions de réception. Encore une fois, les plateformes de streaming ne sont nullement un mal en soi, mais la disparition des salles en serait un à mon sens, car ces mêmes plateformes seraient bien incapables de nous proposer un spectacle équivalent, et ce n'est d'ailleurs pas leur objectif. Salles de cinéma et plateformes peuvent cohabiter dans la mesure où elles proposent précisément des expériences différentes. J'ai également conscience que Netflix ou Amazon Prime ont été une aubaine pour des réalisateurs ou réalisatrices qui se sentaient à l'étroit dans les systèmes de production traditionnels. Assurément, les plateformes de streaming ont permis à ces auteurs de s'exprimer, et d'ailleurs il est intéressant de se pencher sur les propos d'Alfonso Cuarón, dont le Roma avait raflé bon nombre de récompenses en 2019. J'ai l'impression d'être devenu l'otage de deux modèles économiques qui s'affrontent, je suis attaqué de toutes parts, mais soyons clairs, je défendrai toujours le fait qu'un film appartient avant tout à la salle de cinéma. Mais aujourd'hui, que défendent ceux qui m'attaquent ?
Un système où l'essentiel des salles programme des films de super-héros en laissant de moins en moins de place, voire plus du tout au cinéma indépendant? Il y a une certaine hypocrisie là-dedans. Troisième et dernier point, le souci avec le streaming, c'est la qualité. Au-delà du fait que c'est une hérésie de regarder un film sur un téléphone portable, le problème est surtout que les plateformes de streaming réduisent la résolution vidéo des films de leur catalogue. Que ce soit pour des économies d'espace sur les serveurs ou pour des soucis de compatibilité avec les explorateurs, c'est un fait, les films sont bien moins beaux qu'en salle et ça n'est pas qu'une question de taille d'écran. Évidemment, aller au cinéma c'est un coût, et tout le monde ne peut pas se le permettre. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que les plateformes de streaming sont importantes, car à défaut d'avoir des politiques publiques efficaces en matière d'accès à la culture, elles permettent à celles et ceux qui n'ont pas les moyens de se rendre en salle de regarder des films. Mais malheureusement, il y a une chose que ne peuvent pas vendre ces plateformes, l'expérience collective. Car oui, l'expérience de la salle, c'est l'expérience du collectif, c'est partager une œuvre avec nos semblables. Un film d'horreur n'a-t-il pas plus d'effet sur nous quand il devient difficile de détourner le regard et que nous sentons nos voisins se crisper de terreur ? Des films comme Buried ou Le Chant du Loup ne fonctionnent-ils pas mieux dans un espace clos, insonorisé et sombre ? A-t-on vraiment envie que disparaissent des projections comme La Mélodie du Bonheur, The Rocky Horror Picture Show ou La La Land, durant lesquelles le public était invité à se lever et à chanter d'une seule et même voix ? Le Netflix and Chill est-il vraiment l'avenir du ciné-resto ou simplement un autre mode de réception ? Cette chronique n'est pas là pour vous dire que le streaming c'est nul, mais bien pour vous dire que la salle, c'est bien, et qu'on devra peut-être se battre pour la défendre. Nous ne devons pas nous résoudre à ne pouvoir regarder que des films moyens sur des petits écrans avec un son pourri dans un appartement non insonorisé. Nous devons exiger d'avoir toutes et tous le droit, sans distinction, d'accéder à la culture et dans les meilleures conditions qu'il soit. Puis, il y a déjà assez d'individualisation comme ça pour que l'on n'essaie pas de préserver le peu de pratiques collectives qu'il nous reste. Alors stop, ça suffit. Mesdames et messieurs les décideurs, madame la ministre de la Culture, je porte scrupuleusement mon masque depuis 1 an. Je me lave régulièrement les mains, je me lève tôt pour aller bosser et je rentre juste assez tôt pour aller consommer dans les grandes surfaces avant le couvre-feu bien sûr. Et je dis moi, mais nous sommes des milliers, des millions de femmes et d'hommes à faire cette foutue routine tous les jours, alors s'il vous plaît, donnez-nous un peu de répit. Ouvrez les lieux de culture. Si le Covid ne nous permet plus de remplir notre cœur de chaleur amicale, familiale, voire même amoureuse, laissez au moins notre âme être bercée au rythme de la musique, au rythme de la danse, au rythme du montage. On a déjà laissé crever les vieux, les fragiles, les malades et tant d'autres. On va aussi laisser crever la culture ? Laisser crever les petits exploitants de salles ? Laisser crever des films indépendants qui ont mis des années à trouver leur financement ? Bien sûr que la santé de toutes et tous est primordiale, bien sûr, et je ne suis ni un anti-masque, ni un anti-vax. Et pour tout vous dire, je n'ai même vu aucun ami sans écran interposé depuis le mois de novembre. Mais si l'on exige de nous que l'on s'entasse dans les transports en commun, dans des bureaux et dans des centres commerciaux, alors bordel qu'on nous laisse les salles de spectacle. Rallumez les projecteurs, sortez les films, laissez-nous admirer ou même haïr d'ailleurs une œuvre d'art à notre guise, nos visages tournés dans la même direction et les masques bien en place. Car si tout est foutu, si toute perspective d'avenir nous est volée, laissez-nous au moins une chance sur notre fauteuil rouge de découvrir un millier de mondes différents du nôtre.